Bonsoir à tous et bienvenue dans OPS, son paquet de cinéma, l'émission qui parle de tous les cinémas. Au programme des films, des invités, des débats autour du cinéma avec des invités. Notre invitée ce soir, c'est Marie-Claude Pernel, chargée de la culture pour la ville du Moule et présidente de l'Association pour la promotion du cinéma Antilles-Guyane. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir Marie-Claude et merci d'être notre invitée pour cette émission. Justement, pour décortiquer, analyser et débattre de tous les cinémas, nos chroniqueurs. Avec nous aussi ce soir, Guillaume Robillard, docteur en études cinématographiques. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Daniel. Ça va bien par rapport à la dernière fois ? Absolument, c'est de mieux en mieux. De mieux en mieux. Très bien. On continue avec Régis Marton, notre critique cinéma et privé de café ce soir. Je suis à l'eau. Il est à l'eau, d'accord. Allô maman Bobo. Ici bébé. Ok, ici bébé. Et notre nouvelle venue, Axel Laurent, qui est titulaire d'une licence en art et spectacle obtenue à Paris. Paris 10, Paris-Nanterre, c'est bien ça. Bonsoir voilà. Daniel, bonsoir tout le monde. Bonsoir Axel. Et on enchaîne avec un film qui nous a fait beaucoup réagir en préparant cette émission, le dernier film de Baz Luhrmann, consacré au King, Elvis Presley. Donc le pitch, c'est la vie et l'œuvre musicale du King et de son manager, le colonel Tom Parker, interprété par Tom Hanks, qu'on a connu dans Forrest Gump, entre autres. Et donc le film revient... Oui. Seul au monde aussi. Et Seul au monde aussi, oui. Super prestation. Donc le film revient sur la carrière du King, de ses débuts jusqu'à sa consécration en tant que star, incontesté du rock'n'roll, et tout cela dans le contexte des années 50 jusqu'à les années 70, le contexte ségrégationniste aux États-Unis. On regarde tout de suite la bande-annonce. Alors avant de parler de l'univers de Baz Luhrmann, que l'on connaît pour avoir notamment réalisé Moulin Rouge et la série The Get Down, qui est disponible sur Netflix. Donc Axel nous a décortiqué la mise en scène, qui est toujours aussi spectaculaire, je peux me faire taper sur les doigts, de Baz Luhrmann. Oui, alors Baz Luhrmann, c'est vraiment un style assez particulier. Dans la mise en scène, c'est très coloré, c'est, erratique, c'est trop. C'est trop, ça tourne dans tous les sens, ça donne mal à la tête, plein de couleurs, il y a des accélérés, voilà. Et puis, pendant qu'on regarde le film, il nous emmène vers quelque chose de beaucoup plus sobre. En général, il fait ça de manière très subtile. On ne s'en rend pas forcément compte, ça devient très très sobre. Et on arrive dans le drame, en général. Donc c'est vraiment une construction qui est récurrente dans la plupart de ces films. Donc Roméo plus Juliette, Moulin Rouge, on a parlé de Gatsby aussi. Et c'est très intéressant et ça marche très bien pour ce film-là, Elvis. Il n'y échappe pas. Voilà. Donc c'est une constante qu'a remarqué Axel. Et donc pour son 6e film, Baz Luhrmann, il applique encore les mêmes ingrédients, Régis. Les mêmes ingrédients. Et là, je pense que c'est même poussé à l'extrême. Mais déjà, qu'est-ce qui constitue vraiment un film de Baz Luhrmann ? C'est que les crédits de production, dès le départ, sont stylisés à l'image du film. Par exemple, on a pu voir ça avec Gatsby, Moulin Rouge, ou bien encore Elvis. Tu as toujours un narrateur qui va t'expliquer dès le départ quels vont être les enjeux, qui va te faire du foreshadowing pour savoir quelle ça va être la conclusion du film. Tu as toujours des musiques anachroniques, généralement de la musique afro-américaine, hip-hop, jazz, qui font un contre-courant du film. Je ne sais pas si c'est forcément un hommage à la musique afro-américaine, quoique on retrouve cette constante avec Elvis et puis de Get Down. T'as aussi l'histoire d'amour tragique mais sincère qui se finit toujours par la mort d'un des protagonistes. Et il y en a bien d'autres, mais je ne vais pas tous les énoncer, mais je pense qu'avec Elvis, on est arrivé à un pic, que ce soit au niveau des transitions et surtout de la caméra portée et des images de synthèse, où c'est vraiment presque essoufflant, éreintant, parce que ça va à toute allure, à grande vitesse. Et moi, ça m'a presque fatigué dès les premières minutes du film. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? Concernant ces transitions qui, effectivement, sont constituées à base de caméras portées, de beaucoup d'effets visuels,
La répétition du dispositif m'a semblé problématique, c'est devenu presque mécanique comme procédé. Par contre, dans le cas de ce film, qui en plus fait quand même presque 2h40, je trouve que ça implique une certaine fluidité qui n'est pas désagréable. Donc j'ai été un petit peu moins dérangé par ce dispositif-là. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans les choix de réalisation de Baz Luhrmann, qui n'est pas un cinéaste pour lequel j'ai un intérêt très particulier, c'est comment il a évité d'avoir un montage trop linéaire en utilisant régulièrement, enfin en tout cas à plusieurs reprises, le montage parallèle, qui consiste à montrer deux séquences qui se déroulent dans deux endroits différents, à deux moments différents. Alors comment, par exemple, vous avez une chanteuse nord-américaine qui chante dans son bar musical, et puis en parallèle, comme ça, vous avez la préparation du futur concert d'Elvis. Et comme ça, vous avez une forme de concentration par le montage qui n'est pas inintéressante. Et je me suis dit que dans le cadre de ce film, par rapport à son sujet, Elvis qui finalement va très, très vite partir dans une forme de vortex de vie, de vie vécue à une vitesse absolument incroyable, et dans une vitesse dans laquelle il va se perdre. Oui, finalement, sur une longue période. Absolument. Notamment sous l'effet de divers produits, que là, les transitions pouvaient finalement être très pertinentes, ce dispositif de transition, par rapport à cette vitesse dans laquelle il va débouler comme ça, sa vie jusqu'au bout. Et puis, j'ai finalement trouvé ce Baz Luhrmann dans ce film relativement sobre, j'ai envie de dire, notamment en seconde partie de film. Je m'attendais à quelque chose de plus clinquant encore. Et finalement, le côté clinquant de Baz Luhrmann, qui n'est pas toujours très approprié, je ne suis pas très preneur, par exemple, de ses choix de réalisation pour Gatsby le Magnifique, ici, sont encore une fois en adéquation avec le personnage d'Elvis, qui est quand même progressivement devenu un personnage, j'ai envie de dire, extrêmement baroque. Par son accoutrement, par ses manières, par sa gestuelle, etc. Et la gestion du temps est aussi différente, parce que plus Elvis quand même prend de l'âge, plus Elvis prend du poids. Oui. La gestion du temps de Baz Luhrmann, de la réalisation, s'adapte aussi sûrement au rythme de vie d'Elvis. Même s'il continue à prendre ses produits, on sait que c'est quand même quelqu'un qui vivait à 200 à l'heure, mais bon. Alors je trouve que la prise de poids d'Elvis n'est pas trop montrée dans le film. Elle est même un peu esquivée, je trouve. Oui, effectivement, il y a des modulations au niveau du traitement du temps par rapport à cette question-là. Et pour finir sur la question du temps, ce que j'ai trouvé intéressant, on est sur une structure très classique, c'est the rise and fall, c'est vraiment le principe de l'ascension et de la chute, d'un personnage extrêmement important. Elvis, c'est quand même une des grandes incarnations du rêve américain et de la société américaine. C'est 30 ans, 40 ans de musique, des années 50 aux années 70, sous fond de ségrégation raciale d'ailleurs. Absolument. Et ce que j'ai trouvé assez surprenant comme choix d'écriture d'écriture précisément, c'est que la phase de chute n'est finalement pas très très longue dans ce film. Or, dans ce type de biopic, très souvent, la phase de chute peut être extrêmement développée. Et là, finalement, Baz Luhrmann assume une forme d'asymétrie dans la structure qui est, je trouve, relativement originale pour ce type de film. Oui, Axel ? Si je peux me permettre, tu as utilisé le mot esquiver en disant que sa prise de poids est esquivée. Je pense que dans ce film-là, il y a beaucoup de choses qui ont été esquivées. Absolument. Notamment... Oui, c'est une des polémiques. Oui, mais même sans rentrer dans la polémique, Elvis Presley est présenté comme la victime, la personne qui n'a jamais fait d'erreur ou quoi que ce soit. Donc effectivement, on s'attache sur son sommet. Comment il est bien monté, on lui met la lumière et puis... Angélique. Il est presque angélique. Exactement. Alors que c'est un personnage très controversé qui est accusé de racisme, d'appropriation culturelle. Même Ray Charles en parle dans une vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube. Et justement, c'est l'une des caractéristiques de Baz Luhrmann dans ses films qui a tendance à un petit peu édulcorer. On l'a vu dans Gatsby, où il en a fait pratiquement une comédie musicale, alors que l'œuvre, en tout cas le film original, il est assez sombre. Quant au livre, déjà... Quant au livre, n'en parlons pas, bien sûr. Donc, voilà. Sur ce point-là, la question se pose, est-ce que Baz Luhrmann n'est pas plus fait pour la comédie musicale que pour dépeindre vraiment la réalité et crue de ce monde? C'est surtout ça. Parce que... je suis d'accord. La preuve en est, Gatsby, qui est vraiment très sombre, a été vraiment édulcoré. Roméo et Juliette... Ça me rappelle un peu Mary Poppins, comme je disais. Mary Poppins seulement... Voilà, Roméo et Juliette, qui certes est tragique, est plus montré comme un teen movie qu'autre chose.
The Get Down, n'en parlons même pas, parce qu'on est censé être dans une période où vraiment on a le crack et tout ça. Très sombre dans le Bronx. Hein. Il y a la misère sociale, il y a l'arrivée du crack. Oui. Bah, le truc, c'est que ça sert plus de toile de fond, et je peux dire de manière vraiment littérale, de toile de fond à son récit, qui se veut plus être un teen movie, quoi. C'est vraiment plus un teen movie qu'autre chose, quoi. Là, parce que depuis quelques années, ça c'est une question que je pose à Guillaume, on assiste à un retour du genre des comédies musicales ou des biopics musicaux. Alors déjà, est-ce qu'il y a une différence entre une comédie musicale et un biopic musical? On peut par exemple parler de Bohemian Rhapsody, qui est sorti en 2018. En 2018. Sur Queen. Oui, sur Queen et Freddie Mercury. A Star is Born, La La Land. Donc voilà, c'est un genre qui revient à la mode, Guillaume. Je pense qu'il faudrait un peu plus de données statistiques pour évaluer la chose. Enfin, en tout cas, la comédie musicale n'est pas morte, le biopic musical non plus. Alors s'il fallait établir une ou des différences majeures entre les deux, c'est qu'une comédie musicale eh bien, a une intrigue avec des gens qui vivent différentes situations dans la vie de tous les jours, et puis alors qu'ils marchent dans la rue, à un moment donné, ils se mettent à chanter et à danser, et on passe comme ça bien d'une situation réaliste au passage à un autre espace, un autre monde, quelque chose d'un peu féerique, décalé, poétique, etc. Ce qu'on appelle d'ailleurs dans le jargon universitaire la comédie musicale intégrée, quand vous passez comme ça de la marche à la danse, et puis que vous passez des dialogues au chant, etc. Donc là, vous avez la comédie musicale qui ne fait pas référence en particulier à un parcours biographique. Le biopic musical, évidemment, se concentre sur le parcours biographique d'un personnage. Alors le biopic musical peut être certainement rattaché à la comédie musicale comme sous-genre ou sous-catégorie, puisque ça se rattache à une des sous-catégories de la comédie musicale, qui est la comédie musicale spectacle, qui se concentre sur la formation d'un spectacle. Alors, il y a différents titres auxquels on peut penser. On peut penser à cette palme d'or de Bob Fosse de la fin des années 70, All That Jazz, qui est une des rares palmes d'or d'ailleurs à avoir été du côté de la comédie musicale. Et puis on peut penser à... Bon, il y a d'autres films comme ça, Les Chaussons Rouges, grand classique aussi du cinéma hollywoodien. Donc voilà, la différence globalement, c'est que le biopic musical, vous avez cette concentration sur un parcours biographique. Comme le film de Bohemian Rhapsody. Absolument, là pour le coup, on est sur un biopic musical, selon moi. Aussi édulcoré, la vie de Freddie Mercury est quand même assez édulcorée. Oui, tout à fait, mais on a raison de le souligner. Après, Hollywood n'a pas souvent été... un espace à même d'aller dans le non des choses un petit peu difficiles. Hein. Il y a quand même très très souvent le besoin d'arrondir les angles sur un certain nombre de points. Mais oui, il est vrai que là aussi, on est sur quelque chose d'un peu soft. Peut-être que la question économique se pose aussi derrière, si vous voulez. Hein. C'est aussi la question de la rentabilisation. La rentabilité des films. Maximiser, de ce genre, oui. Bien sûr, pour un public le plus large possible. Quand on voit que La La Land obtient quand même... A Star is Born, il y a un Oscar pour Lady Gaga. Tout à fait. La La Land qui a avec Ryan Reynolds, si je me rappelle bien. Tout à fait. Voilà. Ryan Gosling. Vous dire Ryan Gosling. Ryan, toi aussi. Entre Ryan, voilà. Ah, raison. Et là, il n'est pas dans la kitchen, Ryan. Enfin, en l'occurrence, c'est Ryan. Oui, ça détend un peu, voilà. Oui, mais bon, à Hollywood, quand même, on aime bien récompenser ce genre de film qui demande quand même une maîtrise technique à laquelle s'est essayé Steven Spielberg dans sa reprise de West Side Story. Qui demande quand même une maîtrise technique assez... Ah oui, très avancée. Oui, très avancée. Oui, en termes de chorégraphie, au sens littéral et plus large du terme, oui, on est dans quelque chose d'extrêmement calibré. Voilà. Donc, oui, Axel. Juste une petite parenthèse dans toute cette histoire comédie musicale, c'est que les comédies musicales, c'est souvent des reprises ou par exemple, La La Land, c'était que des références. C'était un hommage. Donc c'est pour ça que les films musicaux en ce moment, si ce ne sont pas des biopics, ce sont souvent des hommages. Donc c'est pour savoir que c'est vraiment un regain de comédie musicale ou si c'est vraiment un rappel de ce que c'était. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut constater, que régulièrement, il y en a qui reviennent comme ça sur le devant de la scène. Tout à fait. Ce sont des genres qui ne meurent pas tout à fait. Bon, alors on sait que concernant la comédie musicale, la grande période, ça a été de l'avènement du cinéma parlant en 1927 avec Le Chanteur de Jazz. Le Chanteur de Jazz, tout à fait. Ouais. Premier film Premier film parlant. L'un des premiers films parlants et en tout cas qui va consacrer le passage au parlant pour des raisons économiques.
Et ça va donc de 1927 jusqu'au milieu des années 60, qui marque un petit peu le chant du cygne de cette grande période de la comédie musicale. Mais c'est un genre qui continue à exister. Alors, rapidement, je pense qu'il y a des raisons à ça. La comédie musicale, bon, bien qu'elle existe ailleurs dans le monde, on pense à Bollywood en particulier, est un genre qui est fondamentalement américain à la base, et qui est un genre dont je rappelle qu'il explose au moment de la Grande Dépression. C'est-à-dire qu'au moment où il y a une réalité de misère, on propose aux gens un monde féerique comme ça sur les écrans, on les fait complètement sortir de leur réalité sociale. Et donc là, on rejoint tout à fait cette fonction fondamentale, me semble-t-il, d'Hollywood, qui est d'être une usine à rêves. Voilà. Du cinéma, le début du cinéma, avec les Nickelodeon, de divertir le public. Absolument, on est vraiment dans l'usine à rêves. Et le biopic musical est une combinaison intéressante parce que cette dimension de la comédie musicale rejoint le biopic, et le biopic, très souvent en réalité, vend le rêve américain par excellence. Tout à fait. Alors souvent avec, comme on l'a dit, cette ascension et cette chute, mais c'est fondamentalement la vente de la réussite de l'individu dans un milieu compétitif, qui d'ailleurs n'est jamais que l'apologie du système économique américain. Ok. Alors, ce soir avec nous, merci en tout cas pour ces lumières, Axel, Régis et Guillaume. Et ce soir avec nous, donc, nous avons une grande dame de la culture que j'ai présentée succinctement tout à l'heure. Donc Marie-Claude Pernelle, rebonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation au Paquet de Cinéma. Donc Marie-Claude Pernelle qui débute comme journaliste, une carrière de journaliste, d'abord chez Amina. En tant que pigiste, ensuite qui crée un magazine. Voilà, tu as créé un magazine dans les années 90 qui s'appelait Black Art, c'est ça? Voilà, et donc tu étais la rédactrice en chef, et ce magazine avait la particularité de traiter de faire la promotion. Je l'avais créé avec mon conjoint d'ailleurs, et photographe, et on se complétait. Je travaillais aussi dans l'édition à l'Harmattan. J'avais un grande envie de faire connaître les œuvres des littératures des mondes noirs, et je le dis au pluriel exprès. C'était aussi l'époque où, 91, Chamoiseau a eu le prix Goncourt, Confiant après le prix Novembre. Donc on découvrait les littératures de nos régions, la créolité. Glissant faisait des conférences partout. Oui, j'ai vu, j'allais aux conférences il y avait Chamoiseau, Confiant, Glissant, les trios. J'ai assisté à leurs conférences au centre Pompidou. Oui, d'ailleurs nous avons un spécialiste de Glissant. Voilà, c'est pour ça que je le précise. Un amoureux en tout cas. Oui. Un amoureux. Moi, c'est des souvenirs. Je l'ai suivi à la Maison de la Poésie. Enfin, c'était ma jeunesse. Et on avait envie d'écrire, on avait envie d'exprimer ce qui se passait, aussi bien dans le monde de la littérature que dans le monde du cinéma, dans le monde de la peinture, et voilà. Alors justement, par rapport au monde du cinéma, en 2008, tu crées une association qui s'appelle aujourd'hui l'Association pour la promotion du cinéma des Antilles-Guyane, donc la CAG, oui. Voilà. On va y revenir tout à l'heure. En 2011, tu écris et réalises Fichu Racine, voilà, qui est tiré qui est adapté en anglais, qui est adapté d'une nouvelle de Gisèle Pineau, donc un film avec Lucille Cancel, Esther Mitsi et Stana Roumiak, donc qui retrace le destin de trois femmes. C'est bien ça, je me trompe pas. Oui, enfin, c'est tout le rapport mère-fille. Oui, le rapport mère-fille, voilà. Et d'ailleurs, on va voir une bande-annonce de Fichu Racine. Donc voilà, bande-annonce. Cette idée fixe qu'elle a, le pays, tout le temps. Tu penses vraiment qu'à dormir? Tu pourrais te lever un peu, prendre l'air. Ta mère, elle est bien rentrée en Guadeloupe. Elle voulait pas que je réussisse ma vie. Parce qu'elle a jamais rien réussi, elle. Rien du tout.
Donc voilà, donc c'était un extrait de Fichu Racine, le film que tu as écrit et réalisé, donc tiré d'une adaptation d'une nouvelle de Gisèle Pineau. Alors comment s'est faite la collaboration avec Gisèle Pineau? Comment vous vous êtes contactés? En fait, je lui ai demandé juste l'autorisation à l'époque. Et je n'avais pas travaillé du tout avec elle. J'étais partie à l'aventure. C'était produit par Jules Servant, par la Verrée. Oui, par la Verrée Production. J'ai travaillé. J'ai eu une script docteur, Caroline Cochon. Et c'est un film qui a suivi le parcours aide régionale à l'écriture, aide au développement, aide production. Et on a un film qui a été monté par Sandrine Trésor. Sandrine Trésor. Sandrine Trésor, oui, on a passé 2 mois à le monter. J'avais vraiment... Et puis ça a été soutenu aussi par le Val-de-Marne, c'est pour ça que ça a été tourné dans la banlieue parisienne. Une équipe un peu constituée à 80% de personnes issues de mes relations de cinéma de l'autre côté. Et après, on est en Guadeloupe pour tous les plans forêt, puisque c'est quand même... la Guadeloupe c'est une femme qui est dans l'exil et dans son appartement. La Guadeloupe, c'est la forêt qui envahit l'appartement avec l'arrivée de sa mère. Et c'est des relations un peu difficiles. Remuer le passé sur ce qu'on a, les souffrances de l'éducation, les non-dits, etc. D'accord. Donc, on va revenir sur ton parcours tout à l'heure. Oui. Là, on va lancer la publicité et on revient avec Marie-Claude Pernelle dans On Paquet de Cinéma. Sur OPS, en paquet de cinéma, avec notre invité Marie-Claude Pernelle, nos chroniqueurs, Régis Marton, Axel Laurent et Guillaume Robillard. Donc pour continuer sur l'actualité de Marie-Claude Pernelle, donc en 2020, en plein confinement, alors avec ta collaboratrice Patricia Montpierre, pardon, vous lancez une plateforme VOD qui s'appelle Cinédile. Oui, voilà, pour faire la promotion de nos cinémas. Oui. C'était le confinement et on avait besoin de voir nos films aussi. Oui. Et comme c'était un projet qui était dans les tiroirs, parce que l'APCAB a vraiment à cœur de diversifier l'offre de cinéma et d'offrir la promotion de nos cinémas dans les salles de cinéma. Et il y a déjà le réseau Cinédile qui réunit les salles de cinéma, principalement municipales, mais aussi, il y a aussi Ciné-Moulé, etc., dans le but justement de faire des tournées et de proposer au maximum de films, de nos films, avec aussi, des fois, on invite les producteurs, les cinéastes et les comédiens, et d'en faire la promotion, que ce soit pour le tout public, mais aussi pour les séances scolaires, ou les séances seniors, comme on le fait à la salle Robert Loison. Et il y a aussi des émissions comme OPS en paquet de cinéma, saison 1, disponible sur Cinédile. Sur la plateforme. Ça fait pas de mal. Donc, alors je vais revenir sur la PCAG. Oui. Voilà, un petit peu de mal à prononcer. Donc là, la PCAG revient de la Jamaïque. Donc, Patricia Montpierre est en Jamaïque.
Et la promotion de nos films, toujours. Voilà, la promotion de nos films dans les festivals en général, ouais. Et notamment un film qu'on connaît bien ici aussi, qui s'appelle Timounao, qui a remporté 5 prix. Voilà. Alors, comment ça s'est un petit peu déroulé sur ça s'est très bien passé. C'était en collaboration avec l'ambassade de France, les alliances françaises. On a beaucoup de sympathie de l'APCAG par rapport aussi à tout le travail que nous faisons au niveau de la Caraïbe. Et oui, c'est très bien passé, un peu même trop bien passé. On a été un peu surpris du succès et des retombées en termes publicitaires. Mais c'est très bien, puisque ça a mis notre cinéma en valeur, quoi. Et il y a aussi une autre récompense, c'est que vous avez, je dis vous, je parle de l'association, vous avez réussi à obtenir un label cinéma d'art et d'essai pour la salle. Oui, on a contribué. Oui, l'APCAG est en convention avec la ville du Moule et est chargée pas seulement aussi pour les autres salles, donc comme je vous dis, par rapport au réseau de Cinédil, d'offrir d'autres cinémas, notamment le cinéma qu'on dit art et d'essai ou cinéma indépendant, plus les cinémas de la Caraïbe ou des autres qu'on appelle le cinéma du monde, quoi. Et c'est Lamentin aussi. Plusieurs villes sont en conventionnement pour pouvoir, de manière assez régulière, offrir soit des films documentaires, soit des courts-métrages, soit des films de patrimoine et des longs-métrages. Et avec cette diversité un petit peu imposée, structurée, eh bien, la salle Robert Loison a pu obtenir le label d'art et d'essai, mais aussi, pas seulement avec l'APCAG, mais aussi avec une association, par exemple l'association des Amis du Monde Diplomatique, les projections seniors, l'école Épice, enfin voilà, toute cette possibilité, parce que ce que la commission remarque, c'est pas seulement la programmation, mais aussi la manière dont on amène le cinéma, comment on se bat pour apporter ce cinéma difficile auprès des publics et des différents publics. Mais je voulais préciser que justement, on a l'impression que le cinéma indépendant, le cinéma art d'essai est une option, mais sur quoi ça s'appuie le combat de l'APCAG, c'est que dès le départ, on a une définition, il y a 2 cinémas. Le cinéma hollywoodien, les marches de Cannes, etc. Et l'autre, et qui est très important pour nos territoires, puisque l'autre a un véritable circuit avec des salles, des réseaux, des festivals, des distributeurs spécifiques, un syndicat de producteurs spécifiques. C'est aussi un autre réseau de cinéma, d'où émergent justement tous les nouveaux qui vont après passer de l'autre côté. Et souvent, moi, comme tout le monde, comme beaucoup de cinéastes, on peut rêver de monter les marches de Cannes, mais en fait, il faut savoir que ce réseau est très important pour pouvoir non seulement faire la médiation du cinéma, l'éducation artistique tout simplement, on en a besoin aujourd'hui en termes de vision du monde et d'offrir autre chose aux jeunes d'aujourd'hui, mais aussi professionnellement, c'est une filière primordiale. Si cette filière n'existe pas, en fait, il n'y aura toujours qu'une minorité qui va arriver, mais on ne va pas construire une filière cinématographique sur nos territoires. D'accord, donc en fait, vous vous appuyez, je dis vous, voilà. Et vous donc appuyez sur ce réseau. On appuie sur ce réseau parce qu'en fait, on est aussi membre de l'AFCAE, l'Association pour le cinéma d'art et d'essai. On est membre aussi de la Fédération des cinémas. C'est-à-dire qu'on se met en réseau. Et dans l'AFCAE, par exemple, il y a les groupes territoriaux. Et nous avons des réunions tous les trimestres autour des problèmes de salles, de réseaux. Mais c'est des réseaux parfois qui ont 200 salles. Donc ça veut dire que ce soit Guillaume ou quelqu'un d'autre qui va faire un film, le rêve que nous voulons, c'est aussi de nous connecter à ces réseaux pour nous porter après en relation. Alors, on a reçu Soudou aussi de l'autre côté pour l'Afrique, etc. L'important, c'est aussi offrir de véritables liens pour la diffusion et la distribution de nos films. C'est donnant-donnant. On prend leurs films, on offre aussi un autre cinéma, un autre regard, d'autres critiques, une autre vision du cinéma, mais aussi, on espère de l'autre côté rentrer dans un réseau qui va nous permettre d'émerger. Alors, c'est ça le cœur de la bataille de l'APCAG. Comme on devait distribuer des films, vous savez, très rapidement, on a vu qu'on n'arrivait ni à avoir les copies. Personnellement, je suis déjà pas trop jeune, mais j'ai assisté au festival de 85, Racine Noire, et de nombreux films, Adriana de tous mes rêves, Le sang du flamboyant, etc., on ne les trouve pas. On ne les trouve pas parce que Madiana, et ces films, j'aimerais que les jeunes générations les voient parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de cinéma. D'où la VOD, mais d'où aussi la cinémathèque Sinuca. Alors le Sinuca, c'est pas seulement la Guadeloupe, c'est la Martinique avec... en Guadeloupe, chef de file, la PCAG. En Martinique, la Trium. En Guyane, l'association GECAM, qui est l'association des réalisateurs et producteurs de la Guyane. Et puis on a l'e-production à Sainte-Lucie et à Mafilm à Antigua. D'accord. Voilà. Alors, on va voir un sujet, justement, qui parle de ce projet de cinémathèque Interreg. Voilà, c'est ça. Magnéto.
La promotion du patrimoine audiovisuel et cinématographique avec ce projet de cinémathèque. Et ce projet tend à montrer en fait que la culture, que aussi bien le cinéma, sont aussi des secteurs qui ont la capacité de créer de la richesse et de favoriser le développement homogène du territoire. Nous avons besoin de témoignages pour poursuivre, faire demain, parce qu'on a besoin de savoir ce qui s'est passé avant, pour mieux comprendre et mieux avancer et mieux se définir. We wanted to see ourselves on TV, St. Lucian Teenage Girls, but there was nothing, so we decided that we must do something about. Avec l'avènement du numérique, s'est imposé Cinica. Notre intégration au projet Cinica nous a semblé non seulement importante, mais quasi obligatoire. Voilà, donc on vient de voir un sujet sur ce projet de Cinémathèque. Donc c'est un projet qui a été monté avec des fonds Interreg, avec Interreg. Plus précisément, comment ce projet s'est monté en fait? Bon, c'est l'expérience aussi du passé. Nous avions déjà fait notamment un atelier d'écriture de scénarios avec la CAREL, avec l'OICS. Nous avons aussi participé à l'Organisation des États de la Caraïbe. Nous avions aussi fait participer à la database, une première base financée par l'Europe, ACP, avec le Festival de Trinidad à l'époque. Et de là, nous avions acquis des expériences, des échanges, des relations. Et ça a été une opportunité de rencontre, de pouvoir formaliser ce projet qui nous tenait à cœur, puisque ça fait 10 ans, on avait visité l'INA, vu la Cinémathèque de Bretagne, voir la Cinémathèque de Corse, Cinémathèque du Parti communiste. On a participé à des réunions. On était déjà membre de l'Association des cinémathèques de France, qui a un système, une plateforme partagée, collaborative. Donc ça fait un ensemble de professionnels qui travaillent sur le même outil, qui le partagent et qui l'améliorent. Et de là, on est la première cinémathèque qui n'a pas de bâtiment. D'accord. Donc c'est une plateforme numérique. Plateforme numérique digitale. Oui. Et l'idée, c'est de faire une cinémathèque quand même. C'est pas qu'une plateforme, c'est une cinémathèque avec la volonté de faire une stratégie commune de traitement documentaire, avec le fameux thésaurus, comme on dit, et aussi de réfléchir sur tout ce qui est ayant droit. Parce Très que important. ça, on vous prépare d'ailleurs aussi des rencontres sur ce sujet, des formations autour des ayants droit, parce que c'est primordial, c'est très difficile. Il y a des garde-fous à avoir, notamment quand on produit des films, pour penser que le film puisse durer dans le temps. C'est parce qu'après, il y a certains qui sont indiffusables, soit parce que la société de production a coulé, soit parce qu'ils sont en procès. Enfin bon, et c'est dommage. Donc c'est un projet sur la mise en valeur du patrimoine sur lequel tu vas travailler, Guillaume. Je peux répondre en 2 temps. Je peux dire que dans le cadre de la recherche doctorale que j'ai faite sur le cinéma entier, j'ai rencontré le problème dont parle Marie-Claude, c'est-à-dire qu'on a très difficilement accès au support. Alors on a accès au support en allant directement au contact des réalisateurs, des producteurs, des comédiens, des familles de ces différentes personnes. Enfin bon, il y a différents biais. Et encore, même quand on arrive au contact de ces personnes, on n'a pas toujours l'assurance d'avoir accès à un support. Ce qui fait que c'est un cinéma qui existe, mais qui dans le même temps est encore en grande partie, je permets de le dire, un peu fantomatique. Ensuite, j'ai eu l'occasion, d'ailleurs, à l'invitation de Marie-Claude Pernelle récemment, de faire une enquête portant sur les fonds photos, les fonds vidéo et les fonds filmiques, au sens de pellicule, portant sur la Guadeloupe, présents sur le territoire guadeloupéen, mais justement pour évaluer ce qui est là. Alors, dans les très grandes lignes, l'objectif était d'identifier tout petit fonds qui peut être, alors autant chez les particuliers qu'au niveau des institutions publiques, privées. Ça va être les fonds scientifiques, les communautés de communes, les mairies, les offices du tourisme, les médiathèques, le monde de l'art, le milieu audiovisuel, qui n'est pas forcément le premier à partager ces données d'ailleurs, etc. Et donc l'idée c'était de brasser le plus largement possible. Les fonds privés, je l'ai dit, c'est important, il y a des personnes qui ont des fonds extrêmement importants à titre individuel. Voilà, pour voir globalement ce qui est là et surtout ce qui est à sauver. Et là, je
me dirige vers Marie-Claude, puisque la Sinuca s'inscrit tout à fait dans cette problématique-là. Qui a été menée par le CCE de la région Guadeloupe. Voilà, pour rendre à César. Absolument, tout à fait, elle a été. Et par contre, Sinuca est soutenue par Interreg. On va enchaîner justement sur un film qui s'appelle Le sang du flamboyant, qui est sorti en 1980 avec Jacques Perrin, Jean-Paul Sohim, que tout le monde connaît, un des fondateurs du groupe Malavoie, et Lucette Salibur. Alors, ce film, est-ce qu'il, avant de développer, est-ce qu'il rentre il peut rentrer dans le cadre de cette sauvegarde, on va dire, du patrimoine, il peut être, rentrer dans le cadre de cette sauvegarde du patrimoine au sein de cette cinémathèque digitale? C'est Marie-Claude qui peut répondre, je pense que oui. Mais nous avons même fait quelques touches, on dirait. Oui. Je sais où sont les copies, dans quel état, et c'est pas facile. Parce qu'il est disponible sur YouTube, le film, gratuitement. Oui, mais pas en très bonne qualité. Vous ne pouvez pas le projeter sur un grand écran. Alors justement, donc, ce film dont Guillaume va nous parler, qui est un petit trésor en lui-même, qui est peut-être l'un des premiers films tournés en Martinique, donc Guillaume, Le sang du flamboyant. Oui. C'est effectivement l'un des premiers films du cinéma antillais. C'est le premier long métrage de fiction martiniquais, qu'on peut considérer comme étant martiniquais, qui a été commercialisé, parce que le tout premier long métrage de fiction du côté fait par un réalisateur antillais ou d'origine antillaise, c'est Des rives ou la femme jardin, Jean-Paul Césaire 1977, mais qui n'a pas eu d'exploitation commerciale. D'accord. Donc on arrive avec Le sang du flamboyant, quelques années après, qui est fait par François Mijat, et qui est un film qui relate dans les grandes lignes le marronnage historique d'un géreur d'habitation noir qui, lorsqu'il découvre que son patron béquet couche avec sa femme, eh bien, va déjà laisser sa femme pour morte, se battre avec le béquet et ensuite marronner. Et il va faire courir les gendarmes du sud de la Martinique de 1942 à 1949. C'est tiré d'une histoire vraie. Et le réalisateur François Mijat s'est basé sur un livre qui s'appelle Le cas Beauregard. Donc, puisque le personnage réel s'appelait Beauregard, et qui est donc un livre écrit par Herman Perronnette, qui était, je crois, médecin et également féru d'histoire. Il y a un extrait du film à voir ou... À ma connaissance, oui. Bande-annonce. Passer la voie, sans qu'à monter, qu'on en pied bois, qu'à voler en l'an nuit, qu'à voler en lignette, qu'à voler y bel y vaillant, qu'à voler y bel y vaillant, cheval galop, cheval couru, il qu'à battre en l'air la tête, qu'à gronder en ballon, mais qu'à courir bel y vaillant. La galopé. Oui, alors pour parler du sang du flamboyant, il y a pas mal de choses à dire. Dans les grandes lignes, c'est un cas un peu à part dans le cinéma antillais. Alors, dans le cadre de la recherche que j'ai eu l'occasion de faire, l'approche définitionnelle que j'ai faite du cinéma antillais, ce sont les longs métrages de fiction, ni courts métrages, ni moyens métrages, ni documentaires. Donc, long métrage de fiction réalisé par des réalisateurs antillais ou d'origine antillaise, toutes origines confondues. Par exemple, on a Nord-Plage de José Ayotte.
On a plus récemment le moyen-métrage Tourment d'amour de Caroline Jules. Par contre, François Migeat, lui, est quelqu'un qui n'avait pas de lien direct avec les Antilles à la base. C'est un métropolitain, comme on dit, qui était en couple avec une comédienne martiniquaise et qui a été invité par Aimé Césaire pour fonder la première formation en audiovisuel dans l'espace antillais, puisque Césaire avait compris l'intérêt du cinéma. C'était au CERMAC. C'était au CERMAC, absolument, le service municipal d'action culturelle de la ville de Fort-de-France. Et donc Migeat, sur place, s'intéresse évidemment à l'histoire des Antilles. Et il paraît qu'Aimé Césaire le trimballe un peu partout, au fond de la campagne martiniquaise. Et là, il apprend cette fameuse histoire de nègre marron historique. Et François Migeat, qui vient des Charentes-Maritimes, avait déjà une certaine connaissance d'un imaginaire campagnard comme ça. Il retrouve des points de connexion, évidemment, avec des différences culturelles tout à fait évidentes. Et il décide de prendre cette histoire et d'en faire une forme de légende. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors, c'est un film qui a été très difficile à monter, parce que le sujet, on peut s'en douter, était quand même assez brûlant. On est au début des années 80, période autonomiste, indépendantiste extrêmement marquée, avec des actions... physique, j'ai envie de dire. Les fameuses nuits bleues qu'on a connues en Guadeloupe qui commencent au début des années 80. Absolument, et puis une décennie d'attentats à la bombe un peu partout, des actions armées. Et donc, il est possible que les instances de financement au niveau du centre hexagonal voient ce scénario sur un nègre marron historique martiniquais qui s'oppose à l'autorité française en place, être un sujet un petit peu difficile. Alors, ils vont quand même réussir à le faire parce qu'ils vont obtenir... Alors, ça, ce sont des informations que François Migeat m'a données. Donc, selon ce qu'il m'a dit, ils obtiennent une avance sur recette du CNC parce que dans cette commission, il y aurait eu l'auteur franco-tchèque Milan Kundera qui considère le scénario et qui dit qu'il faut donner la plus grande avance sur recette possible parce que c'est un sujet extrêmement difficile à faire financer. Puis, avec ce petit budget pour un long métrage, ils vont tourner le film. Alors, il aurait été tourné dans des conditions un peu rocambolesques parce qu'il n'aurait pas obtenu toutes les autorisations de tournage. Donc, ça veut dire qu'il aurait quand même en partie été tourné illégalement. Ça fait partie de sa légende. Ça fait partie de sa légende. Mais comme la préfecture de Martinique ne voulait pas entrer en conflit ouvert avec Aimé Césaire, qui soutenait directement, et notamment au niveau logistique à travers le CERMAC, ce tournage, le film a finalement pu se faire. Oui, parce qu'il faut comprendre, pour ceux qui nous regardent, que durant les années 70... jusqu'à l'avènement, on va dire, de Mitterrand, en 81, Aimé Césaire est banni par le pouvoir giscardien. Donc, mais Aimé Césaire a un rayonnement tel en Martinique qu'il est très difficile de s'opposer officiellement à Aimé Césaire. Absolument. Voilà. La contextualisation à la fois tout à fait nécessaire et extrêmement claire. Et du coup, au niveau de la réception par le public... je manque de données sur ce point-là. Alors, il est soutenu par certains intellectuels antillais. Il rencontre un public en Martinique. Après, il fait aussi assez vite polémique du fait de l'origine du réalisateur. Alors, est-ce que c'est un film antillais? Est-ce que ce n'est pas un film antillais? À l'époque, il y a des coupures de presse qui attestent tout à fait de la polémique extrêmement violente à ce sujet, que Migeat, d'ailleurs, je pense, a vécu assez difficilement, je pense, à titre personnel. Et puis, au niveau de sa distribution en France hexagonale, il a eu l'occasion de me dire que c'est un film qui avait assez bien fonctionné dans les villes de province ou dans les campagnes, parce que les gens retrouvaient comme ça des choses qu'ils pouvaient comprendre. Mais selon lui, Paris n'a pas du tout compris le film. Et puis, il a un peu circulé en festival à l'international, et en particulier, il est passé dans un festival du cinéma français à New York, où il a été apprécié. Des producteurs américains auraient voulu le distribuer en Amérique latine, en le doublant évidemment, finalement ça ne s'est pas fait. Notre milieu est un milieu très particulier, nous le savons. Et pour finir, il a même été invité, mais comme ça, du jour au lendemain, à faire une conférence à Columbia pour parler de son film. Il était très très surpris que Columbia puisse être intéressé par un tel sujet. Voilà, donc c'est quand même un film qui a connu une circulation, et qui pour le coup se rapproche des circuits de cinéma d'arrêt d'essai. Comme Moi ça. je me rappelle qu'il avait, j'ai vécu comment il a eu un grand succès au festival de 85, Bobo, et au Latina, parce qu'il était quand même très bien fait, techniquement pour l'époque. Et d'ailleurs, il y a une bande dessinée. Oui. Il y a une bande dessinée qui reprend tout à fait toutes les images du film chez Casterman. Vous les retrouvez dans toutes les bibliothèques pratiquement. Oui, absolument. Ouais. Tu as raison de le préciser. En fait, c'est une BD de Auclair. Et en fait, à la base, ils voulaient faire la bande dessinée et ensuite le film. Et puis, entre-temps, ils n'ont pas réussi à finir la bande dessinée. Le film s'est fait. Et finalement, la bande dessinée est une espèce de storyboard rétrospectif du film.
D'accord. Alors, c'est un film, comme tu l'as décrit, anticonformiste pour l'époque, qui conteste clairement l'ordre établi par les Békés. Il y a même une scène où, donc avec Jacques Perrin confronté à la police, qui fait bien comprendre que la justice, c'est nous, vous êtes la loi. Régis, qui a aimé le film, apprécié le film. Non, j'ai vraiment aimé le film. Et comme le clin d'œil que tu viens de m'envoyer, c'est vraiment un clin d'œil, je trouve, à un film, le film fondateur de la Blaxploitation, à savoir Sweet Sweetback Badass Song, que ce soit dans la structure et autres. Si je n'avais pas su que c'était inspiré d'une histoire vraie, j'aurais même dit c'est une reprise à l'antillaise. Tellement certains, que ce soit le fait que le héros ne soit pas vraiment un héros, mais plus une sorte d'anti-héros au départ, pour finalement devenir ce représentant de la justice pour les personnes qui subissent le coup du pouvoir blanc, pour ne pas dire ça de manière... Du pouvoir blanc, oui. Bah oui, mais... Axel? Non, je trouve que le film fait un excellent travail dans la création d'une légende. On regarde le film et il y a beaucoup de... justement, il y a une grosse partie sur le Quimbois et qui donne une dimension assez mystérieuse sur le personnage, sur ce qui... Est-il vraiment humain? Est-il vraiment... qu'est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Quand est-ce qu'il peut apparaître et qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là. Oui, en fait, on voit que l'imaginaire magico-religieux de nos régions le réalisateur arrive à très bien à mélanger tout cela avec l'univers héroïque occidental. Parce que lorsqu'on voit le héros arriver sur un cheval blanc, ça c'est dans l'imaginaire... Robin des Bois, c'est Lancelot, enfin voilà. Donc je trouve que le film il est assez subtil dans cette description. C'est ce que tu as remarqué aussi. Oui, effectivement, c'est un film très dense parce qu'on se rend compte que les personnages qui cimentent le film vont s'avérer être les personnages récurrents du cinéma antillais. On a le conteur créole, puis on a divers avatars dans le cinéma antillais. Là, le conteur créole est en situation de veillée mortuaire. Oui, tout à fait. On a l'importance de la femme d'Ubud, qui témoigne de ce que j'ai appelé la fémifocalité du cinéma antillais, puisqu'Elia est un personnage vraiment très important. On a évidemment le nègre marron historique. Là, c'est tout à fait clair. Et puis... qui me rappelle un petit peu Countryman, quelque part, le film Countryman... Le film jamaïcain Countryman. Tout à fait, oui. Mais la figure du nègre marron ou du résistant et de ses avatars, dans les cinémas caribéens, est une figure qu'on retrouve quand même beaucoup. Donc ça va tout à fait dans le sens de ce que tu dis. Et soutenu par de la musique, des tambours au moment où il court. Alors ça, les percussions d'origine africaine, lorsque les personnages courent ou sont en résistance, etc., c'est vraiment récurrent. Y compris dans des films tournés par des réalisateurs antillais, caribéens, ailleurs dans le monde. On retrouve vraiment ce pattern, ce schéma. Ce schéma, cet univers commun. Voilà. Et puis donc le magico-religieux, et effectivement le sang du flamboyant est intéressant parce que, et tu l'as bien souligné, ça va un petit peu vers un réalisme merveilleux sans y aller totalement, mais sur la fin on est un petit peu dans cette... On ne sait plus si on est dans le réel physique ou dans quelque chose de magique. Donc voilà, donc ça fait quand même beaucoup d'ingrédients qui font que c'est un film, me semble-t-il, très très antillais dans son ancrage. Donc allez-y, regardez-le. C'est très instructif de regarder ce film qui est sorti en 1980. Voilà, donc nous arrivons à la conclusion de cette émission. Et pour conclure cette émission, Marie-Claude Perlen a une recommandation d'un film autre que Le sang du flamboyant à nous faire et à regarder. Revisiter. En fait, comme vous avez choisi Sang du flamboyant, quand on me dit quel film je préfère, c'est un film qui m'a tellement choqué à l'époque. Aujourd'hui, peut-être que ça... Mais comme on n'avait pas de cinéma, ça m'a donné vraiment envie de faire du cinéma. Le Sang du flamboyant, ça c'est sûr. Et un deuxième, c'est La Cité des Dieux. Par rapport aux couleurs, aux images, au rythme, à la dramaturgie, je trouve ce film hors sujet. À plusieurs niveaux. Et jusqu'à aujourd'hui, il est pour moi une leçon de cinéma. Voilà, c'est un film qui a révélé le chanteur Seu Jorge, qui était déjà une star au Brésil, mais qui a été consacré... En plus, bizarrement, il y a eu un Fémi... ce film était tellement étrange pour moi, donc il était comme s'il était intouchable, enfin c'était quelque chose, un ovni.
Et du coup, le FEMI avait fait venir le comédien, puis il me suivait partout, donc j'étais très fière. Ça a apporté du réalisme. Très bien. Ben, voilà. Donc, écoutez, en tout cas, merci à toutes et à tous. Merci à notre invitée Marie-Claude Pernel d'être venue à notre émission Paquet de Cinéma. Merci à Axel pour ses lumières. Merci à Régis pour le café. Merci à Guillaume aussi pour son éclairage notamment sur le film Le sang du flamboyant. Voilà, à 15 jours, même heure, même antenne. Merci, au revoir.